Monsieur le Président de la Sorbonne Nouvelle et cher Karl Bonafumura, Monsieur le Président de la Maison de l'Amérique latine et cher Alain Rouquier, un grand mouvement nous rassemble ce soir à votre appel conjoint pour fêter Mario Vargas Llosa, romancier et prix Nobel, à l'occasion de son entrée dans la Pléiade. Le public a répondu nombreux à l'invitation et en votre nom, je voudrais saluer sans attendre Mario Vargas Llosa et sa compagne et remercier les personnalités qui honorent cette manifestation de leur présence et contribuent à son éclat. Monsieur Ramón de Miguel, ambassadeur d'Espagne en France, Monsieur Gustavo Lemke, ambassadeur du Pérou, Monsieur Juan Manuel Gómez Robledo, ambassadeur du Mexique en France, et saluer aussi Monsieur Antoine Gallimard, président-directeur général des éditions Gallimard, Monsieur Juan Jesús Armas Marcelo, directeur de la chaire Vargas Llosa, qui a fait le voyage de Madrid et participe à la nombreuse délégation espagnole, dans laquelle j'espère ne pas oublier trop de noms, mais je voudrais saluer Monsieur Manuel Bravo Lifante, directeur général de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Monsieur Juan Manuel Bonet, directeur de l'Institut Cervantes de Paris, qui entoure ici notre personnage que nous aimons tant dans cette maison, Mario Vargas Llosa. Querido Mario, bienvenido a la Sorbona, que es tu casa. Aquí escuchaste las clases de Roland Barthes y de Lucien Goldman a comienzos de los años 60 y 2005 nos honoraste con tu presencia cuando la Universidad de la Sorbonne Nouvelle te concedió el título de doctor honoris causa. Tu obra es inmensa, es un obra mundo. Alors pour témoigner de sa mesure, juste à tes côtés, Alvaro et sa femme Susana ont fait le voyage de New York. Et dans cette salle où, en général, ce sont des cérémonies du savoir qui se déroulent, je relève avec émotion que la destination non pas tout à fait nouvelle, mais très heureuse de cette salle, grâce à Fernando de Cislo, qui est venu exprès de Lima, accompagné de son fils Vicente, que je voudrais saluer aussi, et que je remercie. Je salue avec une particulière reconnaissance Florence Delay de l'Académie française, romancière, femme de théâtre, amoureuse de l'Espagne, et convaincue à l'école de Cervantes que roman et théâtre procèdent d'une même veine. Elle a très amicalement modelé avec Bruno Raffaelli de la Comédie Française la lecture de ce soir qu'elle l'interprète avec lui. La version française qu'ils feront entendre est celle de la Pléiade. Anne Picard a revisité avec finesse et un très juste sens du rythme la traduction établie jadis, respectivement par Bernard Lefargue et Albert Bensoussan, pour lesquels nous avons une pensée amicale, puisqu'ils n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, et elle a adapté cette version aux exigences actuelles. Et sur la fin, parce que toute cérémonie a ses surprises, c'est à Mario lui-même que nous devrons cette surprise, puisque avec Joaquina Belaunde, en lecture alternée avec sa compatriote, eh bien, il nous lira un chapitre de... Le titre, vous l'entendrez de leur bouche, El Paraíso en la otra esquina. La séance s'achèvera, et nous t'en remercions par avance, sur les mots que tu souhaiteras nous dire, et nous en sommes très heureux. Familier de la France dont tu maîtrises admirablement la langue, tu accordes, cher Mario, comme tout authentique écrivain, une importance fondamentale au rythme des mots, à leur agencement, à leur couleur sonore. Disciple de Flaubert, tu as comme lui le besoin d'éprouver oralement les textes. Les comploteurs de cette soirée, parmi lesquels je mentionnerai
François Vitrani et Anne Husson, ont donc pensé d'un commun accord que pour combattre tes éventuelles angoisses de Nobel, el peligro del Nobel es que empieces a sentirte una estatua, il n'y avait pas de meilleur remède à t'offrir quand on sait ta passion du théâtre qui est la tienne. Tengo una obra de teatro dándome vueltas, avouais-tu dans la même interview récente, il n'y a pas de meilleure fête à t'offrir que celle d'une mise en voix. Alors, il n'est pas la peine d'avoir beaucoup d'imagination, le théâtre est quasiment là, avec sa petite estrade, ses gradins, ses lumières. Un instant à peine et la scène va être envahie par les rêves et les fantasmes, ce que tu appelles à la suite de Faulkner, des démons. Dans mon rôle d'annonceur de spectacle, je vous invite à éteindre vos portables, donne les 3 coups symboliques et plante le décor de la première des 3 scènes qui vont être présentées. La Maison Verte, 1966, et Piura, la ville des sables dans le nord du Pérou, au pied de la Sierra, aux portes de l'Amazonie. Vargas Llosa y a passé quelques années dans sa jeunesse. Au cœur de l'intrigue, la mythique Maison Verte qui donne vie à une morne cité. Sa construction fait événement, son existence inquiète Bigote et bien-pensant, jusqu'à les pousser à y mettre le feu. Elle renaîtra pourtant de ses cendres. L'œuvre est touffue à embrasser des lieux et des populations très différentes, de l'Amazonie sauvage à la modeste et primitive Piura, où le vent qui soulève le sable cingle le visage et où la violence des hommes l'emporte sur celle des éléments, où le sexe s'exacerbe. La Maison Verte y est un pôle qui participe de cette violence et de cette magie. Véritable foyer mythique, la demeure est connue de tous et pourtant entourée de secrets. Y règne la musique, l'alcool et les femmes. On choisira 3 passages dans la Maison Verte, après l'évocation pour mémoire au début du livre 1 du morne tableau de la ville avant que la Maison Verte ne surgisse des sables. On en viendra au récit de la construction quasi prodigieuse de l'édifice. Elle a été gagnée sur des éléments hostiles. La Maison Verte première a été bâtie en des temps à ce point anciens qu'il ne subsiste d'elle que des souvenirs magiques. Elle ressemblait, dit le texte, à distance et la nuit, à un reptile carré et phosphorescent. L'image exprime l'irrésistible attirance qu'exerce le lieu. On sautera alors plusieurs chapitres pour aller droit à la violence qui rôde autour de cette maison et à l'incendie qui l'emporte. Il est l'œuvre d'une troupe de bigotes fanatisés par le père Garcia, le curé de la ville. Il y a cependant plus fort que l'indignation de la foule déchaînée et meilleure cause à défendre que de châtier Don Anselmo, le bâtisseur et l'âme de la Maison Verte. À l'insu de tous, il vivait maritalement avec Tonieta, jeune fille infirme et aveugle, dont on vient à peine dans les pages précédentes de célébrer les funérailles. L'angoisse traverse la foule en délire. Une vie serait-elle en danger dans les débris fumants? Angélica Mercedes, jeune mangache amie de Don Anselmo et cuisinière de la Maison Verte, plonge dans les flammes. Elle en sort un bébé dans les bras. Alors les sentiments de la foule chavirent. On s'apitoie sur le sort du bébé, enfant de Tonieta et du harpiste. On console ce dernier et on maudit le père Garcia. Chère Florence Delay et cher Bruno Raffaelli, merci de faire vivre, sonner et résonner ces textes et en premier lieu la Maison Verte. C'est fait. Pardon. Piura avant la Maison Verte. Au cœur de la ville, dans les pâtés de maisons entourant la place d'Armes, dans de grands hôtels aux murs blanchis à la chaux, aux balcons garnis de jalousies, vivent les propriétaires terriens.
les commerçants, les avocats, les autorités. Le soir, ils se réunissent dans les jardins, sous les palmiers, et parlent des menaces qui pèsent cette année sur le coton et sur la canne à sucre, se demandent si le fleuve aura sa crue en temps voulu et roulera beaucoup d'eau, bavardent de l'incendie qui vient de dévorer des taillis appartenant à Chapiro Seminario, du combat de coq dominical, de la Pachamanca qu'on a prévu pour recevoir le tout nouveau médecin local, Pedro Ceballos, pendant qu'il joue aux cartes, rocambole, tresillo, ou au domino, dans les salons pleins de tapis et de pénombre, entre des portraits ovales de grands miroirs et des meubles tapissés de damas, les épouses récitent le chapelet, négocient les futures fiançailles, organisent les réceptions et les fêtes de charité, se répartissent les engagements pour la procession et pour l'ornement des reposoirs, préparent les kermesses et commentent les racontars que le journal local, une feuille en couleur qui s'appelle Ecos y Noticias, donne sur la société. Les étrangers ignorent la vie intérieure de la ville. Que détestent-ils dans Piura? Son isolement, les vastes étendues de sable qui la séparent du reste du pays, le manque de routes, les interminables randonnées à cheval sous un soleil de feu et les embuscades des bandits. Ils descendent à l'hôtel de l'Étoile du Nord, qui se trouve sur la place d'Armes, un bâtiment décoloré pas plus haut que le kiosque où chaque dimanche se produit la fanfare, et à l'ombre duquel s'installent les mendiants et les cireurs de chaussures. Et il leur faut y rester enfermés dès 5 heures du soir, à regarder par la fenêtre comment le sable prend possession de la ville déserte. Au bar de l'Étoile du Nord, ils boivent jusqu'à ce qu'ils tombent ivres. Ici, ce n'est pas comme à Lima, disent-ils. Il n'y a pas d'endroit pour se distraire. Ce n'est pas que les gens de Piura soient désagréables, mais quelle austérité. Ils ne vivent que le jour. Ils voudraient des antres qui flamboieraient toute la nuit pour y brûler leurs gains. C'est pourquoi d'ordinaire, lorsqu'ils en vont, ils parlent en mal de la ville. Ils vont jusqu'à la calomnier. Y a-t-il pourtant des gens plus hospitaliers, plus confiants que ceux de Piura? En partant, les étrangers emportent toujours des cadeaux, mais rien ne les satisfait. Ils sont assoiffés de femmes et ne supportent pas la nuit piurane, durant laquelle seul veille le sable qui tombe du ciel. Ils désiraient si fort des femmes et des plaisirs nocturnes qu'à la longue le ciel, le diable, l'exécrable cornu, dit le père Garcia, finit par leur donner satisfaction. Et c'est ainsi qu'apparut, turbulente et frivole, la Maison Verte. Sa construction dura pendant des semaines. Planches, poutres et briques devaient être traînées depuis l'autre bout de la ville, et les mules que Don Anselmo avait louées avançaient péniblement à travers le sable. Le travail commençait le matin, dès que s'arrêtait la pluie sèche, et prenait fin quand le vent se reprenait à souffler. Le soir et la nuit, le désert engloutissait les fondations et enterrait les murs, les iguanes rongeaient les bois, les charognards édifiaient leurs nids dans le chantier, et chaque matin, il fallait recommencer ce qui avait été fait, corriger les plans, remplacer les matériaux en un sourd combat qui peu à peu subjugua la ville. Quand l'étranger se tiendra-t-il pour vaincu? Se demandaient les gens. Mais les jours passaient sans se laisser abattre par les aléas, ni contaminés par le pessimisme de ses connaissances et de ses amis, Don Anselmo n'arrêtait pas de déployer une surprenante activité. Il dirigeait les travaux à demi nu, sa poitrine embroussaillée, humide de sueur, la parole euphorique. Il distribuait de l'eau de vie de canne et de la chicha aux ouvriers. Il transportait lui-même des briques, clouait des chevrons, allait et venait à travers la ville en foyant les mules. Et un jour, les Piurans admirent que Don Anselmo l'emporterait
lorsqu'ils aperçurent de l'autre côté du fleuve, en face de la ville, comme son émissaire, au seuil du désert, robuste et vainqueur, un squelette de bois. À partir de là, le travail progressa rapidement. Les gens de Castilla et des lotissements de l'abattoir venaient tous les matins surveiller les travaux, prodiguer des conseils et parfois spontanément donner un coup de main aux ouvriers. Don Anselmo offrait à boire à tout le monde. Les derniers jours, il régnait autour du chantier une atmosphère de kermesse. Marchandes de chicha et de fruits, vendeuses de fromage, de friandises, de rafraîchissements accouraient offrir leurs produits aux travailleurs et aux curieux. Les fermiers qui passaient par là s'arrêtaient un moment et du haut de leur monture s'adressaient à Don Anselmo des paroles d'encouragement. Un jour, Chapiro Seminario, le gros propriétaire terrien, offrit un bœuf et une douzaine de cruches de chicha. Les ouvriers préparèrent une pachamanca. Quand la maison fut construite, Don Anselmo décida de la faire entièrement peindre en vert. Les enfants eux-mêmes riaient aux éclats en voyant les murs se couvrir d'une peau émeraude sur laquelle le soleil se brisait et qui renvoyait des reflets squameux. Jeunes et vieux, riches et pauvres, hommes et femmes, faisaient des gordes chaudes de cette lubie qu'avait Don Anselmo de peinturlurer sa maison de la sorte. On la baptisa immédiatement la Maison Verte. Ce n'était pas seulement la couleur qui les amusait, mais aussi son extravagante anatomie. Elle n'avait qu'un étage, et le rez-de-chaussée était occupé par un vaste salon coupé par 4 poutres, vertes également, qui soutenaient le plafond, et un patio à découvert tapissé de galets polis par le fleuve, avec un mur circulaire de la hauteur d'un homme. L'étage comprenait 6 chambres minuscules, alignées le long d'une galerie bordée par une balustrade en bois, d'où l'on avait vu sur le salon du rez-de-chaussée. En plus de l'entrée principale, la Maison Verte avait 2 portes dérobées, une écurie et une grande dépense. Don Anselmo prit à la boutique de l'Espagnol Eusebio Romero des nattes, des lampes à huile, des rideaux de couleurs vives et quantité de chaises. Et un matin, 2 menuisiers de la Gallinacera annoncèrent « Don Anselmo nous a commandé une caisse, un comptoir pareil à celui de l'Étoile du Nord et une demi-douzaine de lits. » Alors Don Eusebio Romero avoua « Et à moi 6 lavabos, 6 miroirs et 6 bidets. » Une effervescence gagna tous les quartiers, une curiosité bruyante et agitée. Les soupçons se firent jour. De maison en maison, de salon en salon, les bigotes chuchotaient, les épouses regardaient leur mari avec méfiance, les hommes échangeaient des sourires malicieux, et un dimanche à la messe de midi, le père Garcia affirma en chair « Il se prépare une agression contre la morale dans cette ville. » Les piorans dans la rue assaillaient Don Anselmo de questions, voulaient le faire parler, mais rien à faire. « C'est un secret », disait-il, joyeux comme un collégien. « Un peu de patience et vous saurez. » Indifférent à l'agitation qui secouait les quartiers, il continuait à se rendre tous les matins à l'Étoile du Nord et il buvait, plaisantait, complimentait les femmes qui traversaient la place et levaient son verre à leur santé. L'après-midi, ils s'enfermaient dans la Maison Verte où ils s'étaient installés après avoir offert à Don Melchior de Spinoza une caisse de bouteilles de pisco et un harnachement en cuir repoussé. Peu après, Don Anselmo partit sur un cheval noir qu'il venait d'acheter. Il abandonna la ville comme il était venu, un matin, à l'aube, sans que personne le vît, pour une direction inconnue. On a tellement parlé à Piura de la primitive Maison Verte, cette maison mère que personne ne sait plus avec exactitude comment elle était réellement, ni les authentiques détails de son histoire. Maintenant, il n'y a plus un Piuran capable de préciser dans quelle partie du sablon jaunâtre elle se dressait, avec ses lumières, sa musique, ses rires, et cet éclat diurne de ses murs qui, à distance et la nuit, la transformait en un reptile carré et phosphorescent.
Mais ce qu'elle avait de plus remarquable, c'était la musique, qui ponctuellement, débutée à la tombée du soir, durait toute la nuit et se faisait entendre jusque dans la cathédrale. Don Anselmo, dit-on, parcourait infatigablement les tchétchérias des quartiers et même celles des villages voisins à la recherche d'artistes. Et de partout, il ramenait des guitaristes, des batteurs de tambour, des racleurs de mâchoires d'âne, des flûtistes, des maîtres de la trompette et de la grosse caisse, mais jamais de harpistes, car c'était lui qui jouait de cet instrument, et sa harpe présidait, unique, à la musique de la Maison Verte. On aurait dit que l'air était devenu empoisonné, disaient les vieilles du quai. La musique entrait partout. On avait beau fermer les portes et les fenêtres, on l'entendait en mangeant, on l'entendait en priant, et même en dormant. Et il fallait voir la tête des hommes quand ils l'entendaient, disaient les bigotes, s'étouffant derrière leur voile. Il fallait voir comme elle les arrachait à leur foyer, comme elle les lançait à la rue et les entraînait vers le vieux pont. Et ça ne servait à rien de prier, disaient les mères, les épouses, les fiancées, à rien de pleurer, de supplier, ni les sermons des pères, ni les neuvaines, ni même les retraites. Nous avons l'enfer à nos portes, tenait le père Garcia. Le premier venu s'en apercevrait, mais vous, vous êtes aveugles. Piura, c'est Sodome et c'est Gomorre. C'est peut-être bien vrai que la Maison Verte nous a apporté le mauvais sort, disaient les vieux en se pourléchant les babines, mais qu'est-ce qu'on y prenait du bon temps, putain. L'incendie de la Maison Verte. La veillée funèbre rassembla beaucoup d'hommes et de femmes de la Gallinacera sur le terrain de Juana Baura, et celle-ci pleura toute la nuit, baisant à chaque instant les mains, les yeux, les pieds de la morte. Au matin, des femmes firent sortir Juana de la chambre, et le père Garcia aida à installer le cadavre dans le cercueil acheté grâce à une collecte populaire. Ce dimanche-là, le père Garcia célébra la messe à la chapelle du marché et prit la tête du cortège funèbre. Puis il revint du cimetière à la Gallinacera, aux côtés de Juana Baura. On le vit traverser la place entouré de femmes, pâles, le regard fulminant, les poings crispés. Des mendiants, des cireurs de chaussures, des vagabonds se joignirent au cortège, et en arrivant au marché, celui-ci occupait la rue dans toute sa longueur. Là, juché sur un banc, le père Garcia se mit à vociférer. Aux alentours, des portes s'ouvraient. Les femmes abandonnaient leurs établis pour l'écouter, et 2 gardes municipaux qui essayaient de faire évacuer les lieux furent insultés et lapidés. On entendait les cris du père Garcia à l'abattoir. Et à l'Étoile du Nord, les étrangers se turent, surpris. D'où venait cette rumeur? Où se rendaient toutes ces femmes? Secret, féminin, insistant, un mot d'ordre circulait dans la ville, et pendant ce temps, sous un ciel de troubles charognards, le père Garcia parlait toujours. Chaque fois qu'il se taisait, on entendait les cris de Juana Baura agenouillée à ses pieds. Alors les femmes commencèrent à s'agiter sourdement, à murmurer. Quand les gardes arrivèrent avec les insignes de leur fonction, une mère en furie se précipita devant eux, le père Garcia en tête, furibond, un crucifix dans la main droite. Et quand ils voulurent barrer la route aux femmes, les cailloux, les menaces se mirent à pleuvoir. Les gardes reculaient, se réfugiaient dans les maisons. D'autres tombaient et la mer les chargeait, les submergeait, les abandonnait. Le torrent déferla ainsi devant l'Étoile du Nord. Des pierres fusèrent et les carreaux volèrent en éclats. Quand les femmes débouchèrent sur le vieux pont, le vétuste squelette craqua, oscilla comme un ivrogne, et en dépassant le Rio Bar et en arrivant au quartier de Castilla, bien des femmes tenaient déjà des torches à la main, couraient, des gens sortaient des tchétchérias, des rugissements s'ajoutaient aux rugissements, des torches aux torches. Repliée sous l'immaculée, sous l'aveuglante clarté du midi, portes et fenêtres fermées, la Maison Verte avait l'air d'une demeure déserte.
Les parois végétales scintillaient doucement au soleil, s'estompaient dans les coins avec une espèce de timidité. Et comme chez un cerf blessé, il y avait dans le calme de l'établissement quelque chose de désarmé, de docile, de craintif, devant la foule qui s'approchait. Le père Garcia et les femmes arrivèrent à ses portes, le vacarme cessa et il se fit une immobilité soudaine. Mais alors, on entendit des cris aigus, et de même que les fourmis abandonnent leur labyrinthe lorsque le fleuve les inonde, les pensionnaires surgirent, en se bousculant et en hurlant, peinturlurés, à demi vêtus. Et la parole du père Garcia s'éleva, tonna sur la mer, et entre la cime des vagues et leurs creux, d'innombrables tentacules s'allongeaient, empoignaient les pensionnaires, les renversaient et les frappaient par terre. Puis, le père Garcia et les femmes envahirent la maison verte, la remplirent en quelques secondes, et il en provint un fracas de destruction. Des verres, des bouteilles s'écrasaient, ont cassé les chaises, ont déchiré des draps, des rideaux. Du premier étage, du second et de la tour commença un minutieux déluge domestique. Pots de fleurs, bidets, lavabos ébréchés et bassines, assiettes, matelas éventrés et cosmétiques volés à travers l'air calciné, et un chœur de « Hurrah !» saluait chaque projectile qui décrivait une parabole et allait se ficher dans les sables. Bien des curieux déjà, et même des femmes, se disputaient les objets et les vêtements. Il y avait des heurts, des disputes, des dialogues très violents. Au milieu du désordre, meurtris, sans voix, tremblants encore, les pensionnaires se relevaient, tombaient dans les bras les unes des autres, pleuraient et se consolaient. La maison verte brûlait. Du garde-fou du vieux pont du quai, des clochers, des toits et des balcons, des grappes humaines contemplaient l'incendie, une hydre aux têtes rouges et bleues crépitant sous un dais noirâtre. C'est seulement lorsque la svelte tour s'effondra, et alors que depuis un bon moment déjà, braises, flamèches et cendres pleuvaient sur le fleuve, que firent leur apparition les gardes et les agents. Ils se mêlèrent aux femmes, rendus impuissants par leur retard, troublés et fascinés, comme les autres, par le spectacle du feu. Et brusquement, il y eut des coups de coude, des mouvements. Femmes et mendiants murmuraient, disaient « Le voilà, le voilà !» Il arrivait par le vieux pont. Les femmes de la Gallinacera et les badauds s'écartaient devant lui. Personne ne l'arrêtait. Il avançait, raide, les cheveux en bataille, la figure sale. On l'avait aperçu la veille qui buvait dans une taverne mangatchée où il avait fait son entrée à la tombée de la nuit. La harpe sous le bras, larmoyant et livide. Et il y avait passé la nuit chantonnant et sanglotant. Les mangatchés s'approchaient de lui. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, don Anselmo? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que vous vivez avec Antonia, que vous la gardiez à la maison verte? C'est vrai qu'elle est morte ?» Il gémissait, se plaignait, et il avait fini par rouler par terre, ivre-mort. Il dormit. En se réveillant, demanda un verre, continua à boire tout en pinçant la harpe. Et c'est dans cet état qu'il se trouvait lorsqu'un gosse entra dans la caverne. La maison verte, don Anselmo, on y a mis le feu, les femmes de la Gallinacera et le père Garcia, don Anselmo. Sur le quai, les hommes et les femmes se plantèrent devant lui. C'est toi qui as enlevé Antonia, c'est toi qui l'as tuée. Au vieux pont seulement, il se mit à crier et à supplier. Et les gens, mais c'est des histoires, c'est parce qu'il a peur qu'on le lynche. Mais il criait toujours. Et les pensionnaires effrayés faisaient oui de la tête. C'était vrai, il était peut-être bien là-dedans, le bébé. Anselmo s'était agenouillé sur le sable, suppliait, prenait le ciel à témoin et interrogeait les femmes de la Gallinacera. Les gardes et les agents les interrogeaient. Des voix contradictoires s'élevaient. Et si c'était vrai, qu'on y aille voir, qu'on fasse quelque chose, qu'on appelle le docteur Zebanios, enveloppé dans des treilles mouillées, quelques mangatchés plongèrent dans la fumée pour en émerger quelques instants après, suffocants, vaincus. On ne pouvait pas entrer, c'était l'enfer là-dedans. Hommes et femmes harcelaient le père Garcia. Et si c'était vrai, mon père, Dieu le punirait. Si c'était vrai, Anselmo regardait les uns et les autres, l'air égaré, se débattait au milieu des gardes. Mais qu'on lui donne un treillis, il entrerait, qu'on ait pitié. Et quand Angélica Mercedes apparut, et que tout le monde constata que c'était vrai qu'il était là, sain et sauf,
dans les bras de la cuisinière. Et quand on vit, comme le harpiste était ému, remercier le ciel et baiser les mains d'Angélique à Mercedes, bien des femmes s'attendrirent. À haute voix, elle plaignait le bébé, consolait le harpiste, ou se mettait en colère contre le père Garcia et lui adressait des reproches. Stupéfaite, soulagée, émue, la foule entourée d'un Anselmo, et personne, ni les pensionnaires, ni les femmes de la Gallinacera, ni les mangachés ne regardaient plus la maison verte, l'incendie qui la consumait, et que maintenant la ponctuelle pluie de sable commençait à éteindre, à rendre au désert où fugacement elle avait existé. La deuxième séquence nous garde au Pérou. Elle nous offre, vue de la capitale et à travers la verve de la tante Julia et le scribouillard, les tribulations et les hauts faits d'un feuilletoniste radio dans les années 1960. Avant que la télévision ne s'installe dans tous les foyers, ces années voient le triomphe de Pedro Camacho, tandis à la radio. Pedro Camacho tient en haleine la ville par ses histoires, tandis qu'on assiste parallèlement aux aventures sentimentales d'un jeune couple improbable, un étudiant, Varguitas, et la sémillante tante Julia, de 12 ans, son aînée. Bolivien comme l'héroïne du livre, Camacho déteste ses rivaux argentins. À dominer la scène artistique, ses autres Sud-Américains lui feraient de l'ombre, proteste-t-il. Pour les contrer, ce Camacho hâbleur et de stature minuscule, ce qui le comporte dans son fantasme de Napoléon des lettres, prend de singuliers risques. Intrigue amoureuse et vocation d'écrivain se mêlent dans une comédie enjouée. Le grandiose programme de ce dimanche, où je crois se décida stellairement une bonne part de mon avenir, commença sous les meilleurs auspices. Il y avait peu d'occasions dans les années 50 à Lima de voir du théâtre de qualité. Et la troupe argentine de Francisco Petrone nous apporta une série d'œuvres modernes qu'on n'avait pas jouées au Pérou. Nancy passa prendre tante Julia chez sa tante Olga, et toutes deux se rendirent dans le centre en taxi. Javier et moi, nous les attendions à la porte du théâtre Segura. Javier, qui pour ce genre de choses avait coutume d'exagérer, avait loué une loge qui se trouva être la seule occupée, de sorte que nous fûmes un centre d'observation presque aussi visible que la scène. Avec ma mauvaise conscience, je supposais que plusieurs parents et connaissances allaient nous voir et jaser, mais sitôt commencée la représentation, mes craintes se dissipèrent. Ils donnèrent la mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, et c'était la première pièce d'un caractère non traditionnel que je voyais. La première à bousculer les conventions d'espace et de temps. Mon enthousiasme et mon excitation furent tels qu'à l'entracte, je me mis à parler comme un moulin, faisant un éloge vibrant de l'œuvre, commentant ses personnages, sa technique, ses idées. Et ensuite, tandis que nous mangions des charcuteries et buvions de la bière au Rincon Tony de la Colmena, je continuais à le faire d'une façon si absorbante que Javier ensuite m'en fit reproche. On aurait dit une perruche à qui l'on aurait donné de la poudre de cantaride. Ma cousine Nancy, à qui mes velléités littéraires avaient toujours semblé aussi extravagantes que les manies de l'oncle Eduardo, un petit vieux frère de mon grand-père, juge à la retraite qui se livrait au rare passe-temps de collectionner des araignées, après avoir entendu tant pérorer sur l'œuvre que nous venions de voir, sentit que mes penchants pouvaient mal finir. « Tu commences à devenir dingo, mon petit !» Le Negro Negro avait été choisi par Javier pour finir la soirée parce que c'était un endroit
avec une certaine auréole de bohème intellectuelle. Le jeudi, on y donnait des petits spectacles, des pièces en un acte, des monologues, des récitals, auxquels assistaient des peintres, des musiciens et des écrivains. Mais aussi parce que c'était la boîte la plus obscure de Lima. Une cave sous les porches de la place San Martín qui n'avait pas plus de 20 tables, avec un décor que nous croyions existentialiste. C'était un endroit qui, les rares fois où j'y étais allé, m'avait donné l'illusion de me trouver dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. On nous assit à une petite table au bord de la piste de danse et Javier, plus grand seigneur que jamais, commanda 4 whisky. Nancy et lui se levèrent aussitôt pour danser. Et moi, dans le réduit étroit et bondé, je continuais à parler à Julia de théâtre et d'Arthur Miller. Nous étions l'un contre l'autre, les mains entrelacées. Elle m'écoutait avec abnégation et moi je lui disais que ce soir-là j'avais découvert le théâtre. Cela pouvait être quelque chose d'aussi complexe et d'aussi profond que le roman, et même parce que c'était quelque chose de vivant qui faisait intervenir pour son incarnation des êtres en chair et en os, ainsi que d'autres arts, la peinture, la musique. Il lui était peut-être supérieur. Je change de genre. Et au lieu de nouvelles, je me mets à écrire des drames, lui dis-je, au comble de l'excitation. Qu'est-ce que tu me conseilles? En ce qui me concerne, il n'y a pas d'inconvénient, me répondit tante Julia en se levant. Mais maintenant, Varguitas, fais-moi danser, dis-moi des choses douces à l'oreille. Entre un morceau et un autre, si tu veux, je te donne la permission de me parler littérature. Je suivis ses instructions au pied de la lettre. Nous dansions très serrés, en nous embrassant. Moi, je lui disais que j'étais amoureux d'elle, elle qu'elle était amoureuse de moi. Et c'est la première fois que, aidé par l'ambiance intime, excitante, troublante, et par les whiskies de Javier, je ne dissimulais pas le désir qu'elle me provoquait. Tandis que nous dansions, mes lèvres s'enfonçaient nonchalamment dans son cou, ma langue entrait dans sa bouche, et j'avalais sa salive. Je l'étreignais avec force pour sentir sa poitrine, son ventre et ses cuisses. Et ensuite, à la table, à l'abri de l'ombre, je lui caressais les jambes et les seins. Ainsi étions-nous étourdis et heureux, quand ma cousine Nancy, dans une pause entre 2 boléros, nous glaça le sang. Mon Dieu, regardez qui est là, l'oncle Jorge. C'était un danger auquel nous aurions dû penser. L'oncle Jorge, le plus jeune de mes oncles, mariait audacieusement dans une vie super agitée toutes sortes d'affaires et d'aventures commerciales avec une intense vie nocturne, jupons, bals et boissons. Il était là en effet à seulement 2 tables de nous, très élégant, le visage à peine éclairé par les allumettes des fumeurs et les lampes des garçons. À côté de lui, je reconnus ma tante Gaby, sa femme, et bien qu'il soit à peine à 2 mètres de nous, tous deux s'efforçaient de ne pas regarder de notre côté. C'était très clair, il m'avait vu embrasser tante Julia, il s'était rendu compte de tout. Ils avaient opté pour une cécité diplomatique. Javier demanda l'addition, nous sortîmes du Negro presque immédiatement. Jorge et Gaby s'abstinrent de nous regarder, même quand nous les frôlâmes en passant. Dans le taxi qui nous ramenait à Miraflores, nous étions tous 4 muets et faisant grise mine. La petite Nancy résuma ce que nous pensions tous. C'est cuit. Le grand scandale se prépare. Mais comme dans un bon film à suspense, les jours suivants, il ne se passa rien. Aucun indice ne permettait de savoir si la tribu familiale avait été alertée par Jorge et Gaby. L'oncle Lucho et la tante Olga ne dirent pas un mot à tante Julia qui lui permette de supposer qu'ils savaient. Et ce jeudi, quand je me pointais courageusement chez eux pour déjeuner, ils furent avec moi aussi naturels et affectueux que de coutume. La cousine Nancy ne fut non plus l'objet d'aucune question captieuse de la part de tante Laura et d'oncle Juan. Chez moi, les grands-parents semblaient dans la lune et continuaient à me demander de l'air le plus angélique qui soit si j'accompagnais toujours au cinéma Julia, qui est une cinéphile enragée. Ce furent des jours pleins d'inquiétude, où, redoublant de précautions,
tante Julia et moi décidâmes de ne pas même nous voir en cachette. Du moins pour une semaine. Mais en revanche, nous nous téléphonions. Tante Julia descendait au bar du coin, au moins 3 fois par jour, pour m'appeler, et nous nous communiquions nos observations respectives sur la réaction redoutée de la famille et faisions toutes sortes d'hypothèses. Était-il possible que l'oncle Jorge ait décidé de garder le secret? Je savais que c'était impensable compte tenu des habitudes familiales. Alors quoi? Javier avançait la thèse selon laquelle la tante Gaby et l'oncle Jorge auraient eu dans le gosier tant de whisky qu'ils ne se seraient pas bien rendus compte des choses, de sorte qu'ils n'auraient gardé en mémoire qu'un vague soupçon et qu'ils n'auraient pas voulu déclencher un scandale pour quelque chose d'absolument pas prouvé. Un peu par curiosité, un peu par masochisme, je parcourus cette semaine les foyers du clan afin de savoir à quoi m'en tenir. Je ne remarquai rien d'anormal, si ce n'est une omission curieuse qui suscita en moi une explosion de spéculation. La tante Hortense, qui m'invita à prendre le thé avec des biscottes, ne mentionna pas même une seule fois tante Julia en 2 heures de conversation. Ils savent tout et ils préparent quelque chose, assurai-je à Javier, qui, fatigué que je ne lui parle pas d'autre chose, répondait: Au fond, tu meurs d'envie qu'il y ait ce scandale pour avoir de quoi écrire. Cette semaine-là, féconde en événements, je me trouvais de façon inattendue mêlé à une rixe et transformé en une espèce de garde du corps de Pedro Camacho. Je sortais de l'université de San Marcos après avoir été consulter les résultats d'un examen de droit pénal, quand en traversant le parc universitaire, je tombais sur Gennaro Per, le patriarche de la phalange propriétaire des radios Panamericana y Central. Nous marchâmes ensemble en devisant jusqu'à la rue Belen. C'était un monsieur toujours habillé de sombre et toujours sérieux, auquel le scribe bolivien se référait parfois en l'appelant, il était facile de supposer pourquoi, le négrier. Votre ami, le génie, continue toujours de me donner des maux de tête, me dit-il. J'en ai jusque-là. S'il n'était pas aussi productif, je l'aurais déjà flanqué à la porte. Une autre protestation de l'ambassade d'Argentine, lui demandai-je. Je ne sais quel sac d'embrouille il est en train de faire, se plaignait-il. Il se paie la tête des gens. Il fait passer les personnages d'un feuilleton à un autre. Il change les noms pour déconcerter les auditeurs. Ma femme me l'avait déjà fait remarquer. Maintenant, on donne des coups de téléphone. Et il y a même 2 lettres de protestation. Le curé de Mendocita s'appelle comme le témoin de Jéhovah, et celui-ci comme le curé. Moi, je suis trop occupé pour écouter ces feuilletons. Vous les écoutez, vous, de temps en temps? Nous descendions par la Colmena en direction de la place San Martín, entre les autocars qui desservaient la province et les petits cafés chinois, et je me souvins que quelques jours plus tôt, en parlant de Pedro Camacho, tante Julia m'avait fait rire et confirmé mes soupçons selon lesquels le scribouillard était un humoriste qui dissimulait. Il s'est passé quelque chose d'extravagant. La fille a accouché de l'avorton. Il est mort à la naissance et on l'a enterré selon les règles. Comment expliques-tu que dans le feuilleton de cet après-midi, on assiste à son baptême dans la cathédrale? Je répondis à Gennaro Per que moi non plus je n'avais pas le temps de les écouter, ces feuilletons, et que peut-être ces échanges et ces embrouilles étaient une façon originale, bien à lui, de raconter les histoires. On ne le paye pas pour qu'il soit original, mais pour qu'il distrait notre public, me dit Gennaro Per, qui n'était évidemment pas un directeur progressiste, mais un traditionnaliste. Avec de telles plaisanteries, il va nous faire perdre nos auditeurs, et les annonceurs nous enlèveront les publicités. Vous qui êtes son ami, dites-lui qu'il renonce à ses modernismes, ou sinon il se retrouvera sans travail. Je lui suggérai de le lui dire lui-même, qu'il était le patron. La menace aurait plus de poids. Mais Gennaro Per secoua la tête d'un air contrit. Il n'admet même pas que je lui adresse la parole. Le succès lui est monté à la tête, et chaque fois que j'essaie de lui parler, il me manque de respect. Il était allé lui dire le plus poliment du monde qu'on recevait des coups de fil et des lettres de protestation. Pedro Camacho, sans répondre un mot, avait pris les 2 lettres, les avait déchirées sans les ouvrir et jetées au panier. Puis il s'était mis à taper à la machine, comme s'il n'y avait personne,
Et Gennaro père l'avait entendu murmurer quand, au bord de l'apoplexie, il quittait cette tanière hostile. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Je ne peux pas m'exposer à une autre grossièreté de ce genre. Je devrais le flanquer dehors, mais cela non plus ne serait pas réaliste, conclut-il d'un geste las. Mais vous n'avez rien à perdre. Il ne va pas vous insulter. Vous êtes aussi un demi-artiste, non? Prêtez-nous main forte, faites-le pour la maison, parlez-lui. Je lui promis de le faire. Et en effet, après le bulletin de midi, j'allais, pour mon malheur, inviter Pedro Camacho à prendre une verveine menthe. Nous sortions de Radio Centrale quand deux grands gaillards nous barrèrent le chemin. Je les reconnus aussitôt, c'étaient les cuistots, deux frères à grosses moustaches de la Parrillada Argentina, un restaurant situé dans la même rue face au collège des Sœurs de Bélène, où eux-mêmes, avec des tabliers blancs et de hautes toques de cuisiniers, préparaient les viandes saignantes et les tripes. Ils entourèrent le scribe bolivien d'un air menaçant, et le plus gros et le plus âgé des deux l'interpella. « Alors, comme ça on tue les gosses, hein, Camacho de mes deux? Tu crois donc, espèce de canaille, que dans ce pays, il n'y a personne pour t'apprendre à pas manquer de respect ?» Il s'excitait tout en parlant, il devenait rouge et bafouillait, le cadet acquiesçait, et au moment où la colère étranglait le cuistot, son aîné, il y alla aussi de son couplet. Et l'époux? Alors tu crois que la gourmandise de nos femmes, ce sont les vermines qu'elles tirent des cheveux de leurs enfants, espèce de fils de pute? Tu crois que je vais rester les bras croisés pendant que tu insultes ma mère? Le scribe bolivien n'avait pas reculé d'1 millimètre et les écoutait, promenant de l'un à l'autre ses yeux saillants d'un air doctoral. Soudain, faisant sa caractéristique courbette de maître de cérémonie et d'un ton très solennel, il leur adressa la plus courtoise des questions. « Est-ce que par hasard vous ne seriez pas argentin ?» Le gros cuistot, qui déjà écumait dans ses moustaches, son visage était à 20 cm de celui de Pedro Camacho, ce pourquoi il devait se pencher beaucoup, rugit avec patriotisme. « Argentin, oui, fils de pute, et on en est fiers. » Je vis alors que devant cette confirmation, en réalité superflue, parce qu'il suffisait de les entendre parler 2 minutes pour savoir qu'ils étaient argentins. Le scribe bolivien, comme si quelque chose avait explosé en lui, pâlissait, ses yeux s'enflammaient. Il adoptait une expression menaçante et fustigeant l'air de son index, il les apostropha de la sorte. Je m'en doutais. Eh bien, allez donc chanter vos tangos, et tout de suite. L'ordre n'était pas humoristique, mais glacial. Les cuistots demeurèrent un instant sans savoir que dire. Il était évident que le scribe ne plaisantait pas. Depuis sa petitesse têtue et sa totale absence de défense physique, il les regardait avec férocité et mépris. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» articula enfin le gros cuistot, éberlué et fulminant. « De quoi? De quoi ?» « Chantez vos tangos et vous lavez les oreilles, renchérit Pedro Camacho avec sa parfaite prononciation. Puis, avec une tranquillité incroyable, il articula avec une audace recherchée ce qui nous perdit. « Si vous ne voulez pas recevoir une calotte. » C'est moi, cette fois, qui fut encore plus surpris que les cuistots. Que cette petite personne chétive, avec un physique d'enfant de 6e, promette une correction aux 200 sons de 100 kilos était du délire et un véritable suicide. Mais déjà l'aîné des géants réagissait, attrapé par le cou notre scribe, et au milieu des rires de la foule qui nous entourait, le soulevait comme une plume en hurlant « Une calotte à moi, tu vas voir un peu, Minus !» Quand je vis que l'aîné des cuistots s'apprêtait à volatiliser Pedro Camacho d'un direct du droit, je n'eus d'autre moyen que d'intervenir. Je lui tins le bras en même temps que j'essayais de libérer le polygraphe qui, violacé et suspendu, gigotait en l'air comme une araignée, tout en criant quelque chose comme « Écoutez, n'abusez pas de votre force, lâchez-le !» Quand le cadet des cuistots m'allongea sans préambule un coup de poing qui m'envoya au tapis. De là,
Tandis qu'étourdi, je me relevais avec difficulté en me préparant à mettre en pratique la philosophie de mon grand-père, un homme de la vieille école qui m'avait appris qu'aucun gars d'Arequipa digne de ce nom ne doit refuser une invitation à se battre, et surtout une invitation aussi convaincante qu'un direct au menton. Je vis l'aîné des cuistots asséner à l'artiste une véritable pluie de gifles. Il avait préféré les gifles au coup de poing miséricordieusement, vu la carrure lilliputienne de son adversaire. Puis, tandis que j'échangeais des bourrades et des coups avec le cadet des cuistots pour la défense de l'art, pensais-je, je ne vis plus grand-chose. Le pugilat ne dura guère, mais quand à la fin les gens de Radio Centrale nous sortirent des mains des balaises, j'étais couvert de bosses et le scribe avait le visage si enflé et tuméfié que Gennaro Père dut le conduire au dispensaire public. Cet après-midi, quand Javier se pointa dans mon pigeonnier de Radio Panamericana, il rit aux éclats de l'histoire du pugilat et m'accompagna à demander au scribe comment il allait. On lui avait mis un bandeau de pirate sur l'œil droit et 2 sparadraps, l'un sur le cou et l'autre sous le nez. Comment se sentait-il? Il fit un geste dédaigneux sans attacher d'importance au sujet et ne me remercia pas de m'être mêlé par solidarité avec lui à la rixe. Son seul commentaire enchanta Javier. En nous séparant, on les a sauvés. 1 minute de plus, les gens m'auraient reconnu. Et alors, pauvres d'eux, on les lynchait. Magnifique. Changement de scène avec le 3e roman, Le Paradis un peu plus loin, daté de 2003. Pour la première fois, la création de Vargas Llosa nous transporte en France. Changement de rythme aussi, pour nous plier à la structure à la fois ludique et tragique, d'un récit dans lequel les 2 figures centrales, Flora Tristan et son petit-fils Paul Gauguin, se répondent de chapitre en chapitre, par-delà le demi-siècle qui les sépare au calendrier et ne les a jamais fait contemporains. Le montage narratif domine la variété des temps et des lieux pour s'attacher à 2 versants d'une même passion, d'une même utopie. Versant social du côté de Flora Tristan, messagère sur les routes du Tour de France en 1844 d'un petit fascicule L'Union ouvrière, brûlot révolutionnaire destiné aux femmes et aux prolétaires, versant artistique du côté de Gauguin qui se revendique sauvage pour renouveler la peinture et la sculpture au souffle majestueux de la nature et des mythes. D'un côté comme de l'autre, la soif d'agir est la même, jeter les bases d'une société où l'exploitation des faibles par les forts ne serait plus la règle, promouvoir une esthétique puissante. Le titre du roman, Le Paradis un peu plus loin, en appelle au jeu enfantin du paradis, qui se joue sous toutes les latitudes et à toutes les époques, et ce jeu fait lien. Mais aussi la flamme de l'impossible qui habite la famille Tristan de Moscoso, puissante famille venue d'Espagne au temps de la conquête, s'établir à Arequipa sur les hauts plateaux andins. Cette même flamme consume Gauguin, si confuse que soit chez le peintre la connaissance du destin de sa grand-mère, morte 4 ans avant sa naissance. Sans s'identifier absolument à ses héros, le romancier en épouse la personnalité, avec Flora familièrement désignée tantôt comme Florita, tantôt comme l'Andalouse, voire comme Madame la Colère, directement en français. Il se révolte contre la tutelle imposée aux femmes. Avec Gauguin, appelé Coquet, concrétion maori des 2 gutturales de son patronyme Gauguin, il s'insurge contre le corset que les bonnes mœurs opposent à l'expansion de l'imaginaire et du désir. Yo un negro, lisait-on en 1978 sous la plume du chroniqueur de Piedra de Toque. Yo un salvaje, ajoute en quelque sorte le romancier du Paradis un peu plus loin. La lecture puisera dans 2 chapitres pour faire apparaître dans un rapide kaléidoscope quelques scènes majeures.
On assistera d'abord à la création par Gauguin de sa première grande toile tahitienne, Manao Tupapao, fin 1892. La traduction littérale du titre, qui serait « Un démon veille sur la fille », renvoie à la croyance des Maoris à l'existence des mauvais génies, des esprits des morts, les Tupapaos, qui reviendraient la nuit terroriser les vivants. Flora Tristan, l'une des plus fortes figures féminines de l'auteur, aura bien sûr sa part. Vargas Llosa se sent proche de cette compatriote, immorale et anticonformiste, diront les bien-pensants. Songez donc, elle a quitté son mari violent, Chazal, qui en 1838 lui a tendu un guet-apens et lui a déchargé son pistolet en pleine poitrine. Elle stigmatise l'avidité des riches, leur hypocrisie, leur violence, et la violence tout simplement des rapports sociaux et le poison qui introduit l'argent. Vargas Llosa enveloppe de tendresse sa Florita, son andalouse. Il lui apprend à se détacher d'elle-même au point qu'elle en vient à se railler personnellement et accepter ses erreurs et ses raideurs, à se reconnaître sous ce terme, donc Madame la colère. Il en fait sa complice dans le refus des lois étroites et injustes. À vous. Mataïa, avril 1892. Le surnom de Coquet, il le devait à Tea Amana, sa première femme sur l'île, parce que la précédente, Titi Petit-Saint, cette perruche néo-zélandaise maori avec qui il avait vécu ses premiers mois à Tahiti, à Papeete, puis à Paia et finalement à Mataïa, n'avait pas été à proprement parler sa femme, mais seulement une maîtresse. À cette époque, tout le monde l'appelait Paul. Parti de Marseille 2 mois et demi plus tôt, après avoir fait escale à Aden et à Nouméa, où il avait dû changer de bateau, il avait débarqué à Papeete le 9 juin 1891 au matin. Quand il foula enfin le sol de Tahiti, il venait d'avoir 43 ans. Il avait emporté avec lui toutes ses affaires, comme pour mieux signifier qu'il en avait bien fini avec l'Europe et Paris. 100 yards de toile à peindre, des tubes de peinture, de l'huile et des pinceaux, un corps de chasse, 2 mandolines, une guitare, plusieurs pipes bretonnes, un vieux pistolet et un petit tas de vêtements usagés. C'était un homme qui semblait robuste, mais ta santé était déjà secrètement minée, Paul. Yeux bleus saillants et mobiles, bouche aux lèvres droites généralement froncées en une moue dédaigneuse et nez brisé d'aigle prédateur. Il avait une barbe courte et bouclée et de longs cheveux châtain clair tirant sur le roux, qu'il coupa peu après être arrivé dans cette ville d'à peine 3500 âmes, donc 500 pour papas ou européens, car le sous-lieutenant Génaud de la Marine nationale, un de ses premiers amis à Papeete, lui avait dit qu'avec sa longue chevelure, son chapeau de mohican à la Buffalo Bill, les Maoris le prenaient pour un Maheu, un homme-femme. Par la suite, avec sa propension à transformer en mythe les choses de la vie, il se dirait que les Tupapaos avaient détruit cette illusion de toucher presque l'Éden qu'il avait eue au début de sa relation avec Tea Amana. Mais ne te plains pas, Coquet, c'est à eux, à ces démons du panthéon maori, que tu devais aussi ton premier chef-d'œuvre tahitien. Il y avait déjà presque 1 an qu'il était là, et il ne s'était pas encore avisé de l'existence de ces esprits malins qui émanaient des cadavres pour empoisonner la vie des vivants. Un livre prêté par Auguste Goupil, le colon le plus riche de l'île, les lui fit connaître. Et quelle coïncidence! Il reçut presque en même temps une preuve de leur existence. Il s'était rendu à Papeete pour voir, comme d'habitude, s'il avait reçu quelques mandats de Paris. C'étaient des déplacements qu'il tâchait d'éviter, car la patache lui coûtait 9 francs à l'aller et autant au retour, avec par-dessus le marché ce tape-cul sur une route infâme, surtout s'il avait plu. Il partit à l'aube
pour rentrer l'après-midi, mais un déluge coupa la route et la voiture ne le déposa à Mataia qu'à minuit passé. Le Faré était dans l'obscurité, ce qui était étrange. Théa Amana ne dormait jamais sans laisser une petite lampe allumée. Son cœur se serra. Était-elle partie? Ici, les femmes se mariaient et se démariaient comme on change de chemise. Dans ce domaine au moins, les efforts des missionnaires et des pasteurs pour pousser les Maoris à adopter le modèle de la stricte famille chrétienne étaient assez vains. En matière domestique, les indigènes n'avaient pas tout à fait perdu l'esprit de leurs ancêtres. Un beau jour, le mari ou la femme décampait et personne n'en était surpris. Les familles se faisaient et se défaisaient avec une facilité impensable en Europe. Si elle était partie, tu la regretterais. Tu regretterais Théa Amana. Oui. Il entra dans le Faré et, passé la porte, chercha dans ses poches la boîte d'allumettes. Il en gratta une, et dans la petite flamme jaune bleutée qui crépitait entre ses doigts, il vit cette image qu'il n'oublierait jamais, qu'il chercherait à retrouver les jours et les semaines suivantes, en travaillant dans cet état fébrile de transe où il avait toujours peint ses meilleurs tableaux. Une image qui, malgré le temps passé, resterait vive dans sa mémoire comme un de ces moments privilégiés, visionnaires de sa vie à Tahiti, quand il avait cru toucher, vivre, ne fût-ce que quelques instants, ce qu'il était venu chercher dans les mers du Sud, ce qu'en Europe il ne trouverait plus jamais, parce que la civilisation l'avait anéanti. Sur le matelas, au ras du sol, nu, sur le ventre, ses fesses rondes dressées et le dos un peu courbe, tournant à moitié son visage vers lui, Théa Amana le regardait d'un air d'épouvante infinie, les yeux, la bouche et le nez froncés, dans une grimace de terreur animale. Ses mains devinrent moites de peur, son cœur battait, emballé. Il dut lâcher l'allumette qui lui brûlait les doigts. Quand il en gratta une autre, la jeune fille avait toujours la même position, la même expression, pétrifiée de terreur. C'est moi, Coquet, la rassura-t-il en s'approchant d'elle. N'aie pas peur, Théa Amana. Elle fondit en larmes avec des sanglots hystériques, et dans ses propos incohérents, il distingua plusieurs fois le mot « tupapao », « tupapao ». C'était la première fois qu'il l'entendait, mais il l'avait lu auparavant. Sa mémoire le renvoyait aussitôt, tandis que se pressant contre sa poitrine, assise sur ses genoux, Théa Amana recouvrait les esprits, au livre « Aux îles du Grand Océan » écrit par un ancien consul français dans ces îles, Jacques-Antoine Moerenout, où figurait ce curieux mot que Théa Amana répétait maintenant de façon entrecoupée, en lui reprochant de l'avoir laissé dans l'obscurité, sans huile dans la lampe, alors qu'il connaissait sa peur du noir, car dans les ténèbres surgissaient les tupapao. C'était cela, Coquet. Quand tu étais entré dans la chambre obscure et que tu avais gratté l'allumette, Théa Amana t'avait pris pour un revenant. Ainsi donc, ces esprits des morts existaient. Démons griffus au croc de loup, peuplant les trous, les cavernes, les creux de buissons, les troncs rongés, qui sortaient de leur cachette pour faire peur aux vivants et les tourmenter. Moerenout le disait dans ce livre que t'avait prêté Goupil, le colon qui parlait en détail des dieux disparus et des démons des Maoris avant que les Européens ne viennent anéantir leurs croyances et leurs coutumes. Et peut-être que Loti en parlait lui aussi dans ce roman qui avait tant enthousiasmé Vincent et qui t'avait mis pour la première fois en tête l'idée de Tahiti. Il n'avait pas totalement disparu après tout. Un peu de ce beau passé palpitait sous la bure chrétienne imposée par les missionnaires et les pasteurs. Les indigènes n'en parlaient jamais, et chaque fois que Coquet tâchait de leur faire dire quelque chose sur leurs vieilles croyances, sur le temps où ils étaient libres comme seuls peuvent l'être les sauvages, ils le regardaient sans comprendre, ils riaient de lui. De quoi parlait-il donc? Comme si ce que leurs ancêtres faisaient, adoraient et craignaient s'était éclipsé de leur vie. Mais ce n'était pas vrai. Ce mythe, du moins, était encore vivant. À preuve le murmure plaintif de la jeune fille que tu tenais entre tes bras. « Tupapao, tupapao ». Il sentit sa verge se raidir,
Il tremblait d'excitation. Le remarquant, la petite s'étira sur le matelas avec cette lenteur cadencée un peu féline qui le séduisait et l'intriguait tant chez les filles indigènes attendant qu'il se déshabille. La fièvre au corps, il s'allongea à ses côtés, mais au lieu de se jucher sur elle, il la fit pivoter sur elle-même et se mettre sur le ventre, dans la position où il l'avait surprise. Il avait encore au fond des yeux le spectacle ineffaçable de ses fesses froncées et soulevées par la peur. Il peina à la pénétrer. Il la sentait ronronner, se plaindre, s'étrécir, puis enfin crier. Et dès que sa verge fut en elle pressée et douloureuse, il éjacula dans un hurlement. L'espace d'un instant, en sodomisant Théa Amana, il se sentit un sauvage. Le lendemain matin, dès les premières lueurs, il se mit à travailler. Il resta toute une semaine à travailler sans relâche. Il n'abandonnait son atelier qu'à midi pour manger quelques fruits, à l'ombre du manguier touffu qui flanquait son faré, ou pour ouvrir une boîte de conserve, et il continuait jusqu'au crépuscule. Le deuxième jour, il avait appelé Théa Amana, l'avait déshabillée et fait étendre sur le matelas dans la position où il l'avait découverte quand elle l'avait pris pour un tupapao. Il avait aussitôt compris que c'était absurde. La jeune fille ne pourrait jamais représenter à nouveau ce qu'il voulait jeter sur la toile. Cette terreur religieuse, venue du plus lointain passé, qui lui avait fait voir cet esprit, une peur si puissante qu'elle avait suscité le tupapao. C'était stupide de lui demander de poser. Le matériau était dans sa mémoire, cette image qu'il revoyait chaque fois qu'il fermait les yeux et ce désir qui l'avait conduit, ces jours-là, tandis qu'il peignait et retouchait au chevalet Manao Tupapao, à posséder sa vainée chaque nuit et parfois même aussi durant le jour. En peignant ce tableau, il sentit comme rarement auparavant à quel point il était dans le vrai quand il affirmait à ses jeunes disciples de la pension Gloanec qu'il écoutait avec ferveur là-bas en Bretagne. Pour peindre vraiment, il faut secouer l'homme civilisé que nous sommes en surface et faire sortir le sauvage que nous avons à l'intérieur. Oui, c'était là un véritable tableau de sauvage. Il le contempla avec satisfaction quand il lui sembla achevé. Là, comme dans l'esprit des sauvages, le réel et le fantastique se fondaient en une seule réalité, sombre, un peu funèbre, imprégnée de religiosité et de désir, de vie et de mort. La moitié inférieure était objective, réaliste. La supérieure, subjective et irréelle, mais non moins authentique que la première. Dans la partie supérieure, le fantôme, en vérité, était plus tien que tahitien coquet. Il ne ressemblait pas à ces démons griffus au croc de dragon décrits par Mouéranout. C'était une petite vieille à capuchon noir, comme celle de Bretagne, toujours vivante dans ton souvenir. Des femmes intemporelles que lorsque tu vivais à Pont-Aven ou au Puldu, tu rencontrais sur les chemins du Finistère. Elles donnaient l'impression d'être déjà à moitié mortes, en train de devenir des spectres vivants. Le matelas d'un noir soutenu comme la chevelure de la fille, les fleurs jaunes, les draps verdâtres en fibres battues, l'oreiller vert pâle et l'oreiller rose, dont la teinte semblait avoir contaminé sa lèvre supérieure, appartenaient au monde objectif s'il fallait établir une grille statistique. Cet ordre de la réalité avait sa contrepartie en haut. Là, les fleurs aériennes étaient étincelles, éclats, bolides phosphorescents et sans poids, flottant dans un ciel d'un mauve bleuté où les coups de brosse multicolores suggéraient une cascade lancéolée. Quel nom dois-je lui donner ? Demanda-t-il à Théa Amana, après en avoir avancé un certain nombre, en les écartant tous. La jeune fille réfléchit gravement, puis elle acquiesça en s'approuvant elle-même. Manao Tupapao. Il eut du mal à comprendre, d'après les explications de Théa Amana, si la traduction correcte était « elle pense au revenant » ou « le revenant pense à elle ». Cette ambiguïté fut de son goût. Une semaine après avoir fini son chef-d'œuvre, il le retouchait encore et passait des heures entières à contempler sa toile. Tu l'avais réussi, hein, coquet? Le tableau ne révélait pas une main civilisée, européenne, chrétienne, plutôt celle d'un ex-européen, d'un ex-civilisé, d'un ex-chrétien,
qui à force de volonté, d'aventure et de souffrance, avait expulsé de lui l'affectation frivole des décadents parisiens et retrouvé ses origines, ce passé éclatant où religion et art, cette vie et l'autre, étaient une seule réalité. Les semaines qui suivirent Manao Tupapao furent d'une sérénité d'esprit que Paul n'avait pas connue depuis longtemps. Avant-dernier extrait. Lyon, mai-juin 1844. Au 9e jour de son séjour, 4 agents de police et le commissaire de Lyon, M. Bardot, se présentèrent à l'hôtel de Milan avec un ordre de perquisition. Après avoir tout fouillé 2 heures durant, ils emportèrent ses papiers, ses carnets et sa correspondance personnelle, dont une lettre passionnée d'Olympe, ainsi que des exemplaires de l'Union ouvrière qu'elle n'avait pas réussi à placer en librairie. « Vous vous livrez à Lyon à des activités subversives, lui dit-il glacial. Une enquête a été ouverte et vous pourriez être déféré devant les tribunaux comme agitatrice. Je vous interdis de poursuivre vos réunions avec les canuts de la Croix-Rouge. » Considérez-vous subversif d'échanger des idées avec les personnes qui tissent le drap des élégants costumes que vous portez? Je dois vous prévenir, tant que durera l'enquête, vous serez soumise à surveillance. Mais si vous le désirez, vous pouvez quitter Lyon immédiatement. Je ne le ferai que par la force. Cette ville me plaît beaucoup. Moi aussi, je dois vous avertir de quelque chose. Je remuerai ciel et terre pour que la presse d'ici et de Paris fasse connaître à l'opinion publique l'outrage dont je suis victime. Elle quitta le bureau du procureur du roi sans prendre congé. Les 3 quotidiens d'opposition, le Censeur, la Démocratie et le Bien public, firent état de la perquisition et de la saisie de ces papiers, mais aucun n'osa critiquer la mesure. Et à partir de ce jour, Flora eut 2 policiers installés à la porte de l'hôtel de Milan, prenant note des visites qu'elle recevait et la suivant dans la rue. Mais ils étaient si paresseux et si maladroits qu'il lui fut facile de les semer, grâce à la complicité des femmes de chambre de l'hôtel, qui la faisaient sortir par une fenêtre des cuisines pour rejoindre une traboule derrière la maison. De sorte qu'en dépit de l'interdiction, elle continua à tenir des réunions quotidiennes avec les ouvriers, en prenant d'extrêmes précautions et redoutant toujours au cours de ces rencontres une possible apparition de la police alertée par un traître, ce qui ne se produisit pas. En même temps, elle effectua un intense travail d'information sociale. Ateliers, hôpitaux, dispensaires, asiles, orphelinats, églises, écoles, et finalement, le quartier des prostituées à la Guillotière. Dans cette dernière expédition, elle se fit accompagner par 2 fourriéristes. Ils se comportèrent fort bien, lui dénichant un avocat pour défendre son affaire devant le procureur du roi. Non pas déguisé en homme, comme à Londres, mais affublé d'une cape et d'un chapeau un peu ridicules qui lui cachaient à moitié le visage. Quoique pas aussi immense ni dantesque que celui du Stepney Green londonien, le spectacle des prostituées, groupées au coin des rues et à la porte des tavernes et des maisons closes aux noms engageants, à la fiancée, au bon bras, l'anéantit. À plusieurs d'entre elles, les plus jeunes, elle demanda leur âge, 12, 13, 14 ans. Des fillettes encore impubères qui jouaient les femmes. Comment les hommes pouvaient-ils donc trouver excitantes ces enfants qui n'avaient que la peau sur les os, qui n'étaient pas sortis de l'enfance et que guettait la phtisie et la syphilis, si elle ne les avait déjà contractées? Son cœur se serrait, la rage et la tristesse la rendaient muette. Elle se livrait à ses visites par acquis de conscience. On ne pouvait réformer ce qu'on ignorait, avec un profond dégoût. Depuis les premiers temps de son mariage avec André Chazal, le sexe la révulsait. Avant même d'acquérir une culture politique, une sensibilité sociale, elle avait deviné que le sexe était un des instruments majeurs de l'exploitation et de la domination de la femme. Aussi, quoique sans prêcher la chasteté ou la clôture monacale, elle s'était toujours défiée des théories qui exaltaient la vie sexuelle, les plaisirs du corps, comme un des objectifs de la société future.
C'est un des sujets qui l'avait conduite à s'écarter de Charles Fourier, pour qui elle nourrissait pourtant admiration et tendresse. Curieux cas que celui du maître. Il avait toujours mené, du moins en apparence, une vie de totale austérité. On le tenait pour misogyne. Mais dans son projet de société future, d'Éden à venir, l'étape d'harmonie qui succéderait à la civilisation, le sexe jouait un rôle central. Elle avait du mal à l'accepter. Cela pouvait finir en véritable sabbat, malgré les bonnes intentions du maître. Maintes affirmations catégoriques de l'aimable et charitable Fourier avaient fini par l'inquiéter. Assuré « J'ai réussi tout seul à confondre 20 siècles d'imbécilité politique » était excessif. Le maître présentait comme vérité scientifique des affirmations invérifiables, que le monde durerait exactement 80 000 ans et que dans ce laps de temps, chaque âme humaine transmigrerait 810 fois entre la Terre et les autres planètes et vivrait 1626 existences différentes. Était-ce de la science ou de la sorcellerie? N'y avait-il pas là une grande extravagance? Aussi bien que sachant que ses connaissances n'égalaient pas et de loin celles du fondateur de la doctrine fouriériste, elle se disait en elle-même que sa proposition d'union ouvrière était précisément, en raison de sa modestie, plus réaliste que celle des phalanstères. Merci à Florence Delay et à Bruno Raffaelli. Changement de lecteur et changement de langue pour finir sur la musique du texte espagnol. Nous restons auprès de Flora Tristan dans le même roman, El Paraíso en la otra esquina. Nous avançons seulement jusqu'au chapitre 11, intitulé Arequipa, qui nous transporte à l'étape marseillaise du Tour de France en juillet 1844. On en écoutera un fragment, l'altercation qui oppose la bouillante Flora à un docker marseillais. Et la lecture est proposée par Joaquina Belaunde et Mario Vargas Llosa lui-même. Je commence. Marsella, julio de 1844. Al segundo día en Marsella, luego de una reunión con un grupo de zapateros, panaderos y sastres, organizada por 2 peluqueros fourieristas, a los que por recomendación de Victor Considérant había escrito desde París, tuvo un incidente en el puerto donde presenció un episodio que le revolvió la sangre. Estaba observando desde el embarcadero las operaciones de descarga de un barco recién atracado. Allí pudo ver con sus propios ojos cómo funcionaba el sistema de esclavos blancos del que justamente acababan de informarle en la reunión de los peluqueros. Los estibadores no vendrán a verla, señora, le dijeron. Ellos son los peores abusivos con los pobres. Los descargadores tenían una patente que les daba a ellos solos el derecho de trabajar en las bodegas de los barcos, cargando o descargando mercancías y de prestar ayuda a los pasajeros con sus equipajes. Muchos preferían subarrendar su trabajo a los genoveses, turcos o griegos apiñados frente al embarcadero que con gestos y gritos imploraban ser llamados. Los cargadores recibían por descarga un buen salario, 1,5 francos, y daban al realquilado 50 centavos, con lo que sin levantar un dedo, se embolsillaban 1 franco de comisión. Lo que sacó a Flora de sus casillas fue advertir que uno de los estibadores cedía una enorme maleta, casi un baúl, a una genovesa alta y fuerte, pero con un embarazo avanzado. Encogida, con su carga al hombro, la mujer avanzaba rugiendo
la cara congestionada por el esfuerzo y chorreando sudor, hasta la diligencia de los pasajeros. El estibador le alcanzó 25 centavos, y cuando ella, en bárbaro francés, comenzó a reclamarle los 25 restantes, la amenazó y la insultó. Flora salió al encuentro del cargador cuando éste regresaba al barco entre un grupo de compañeros. ¿Sabes que eres tú, infeliz? Un traidor y un cobarde. ¿No te da vergüenza portarte con esa pobre mujer como los explotadores se portan contigo y tus hermanos? El hombre la miraba sin comprender, preguntándose sin duda si tenía que vérselas con una demente. Por fin, entre risas y burlas de los demás, optó por preguntarle con gesto ofendido: ¿Quién es usted? ¿Quién le ha dado autorización para meterse conmigo? Me llamo Flora Tristán, le dijo ella con ira. Recuerde bien mi nombre, Flora Tristán. Dedico mi vida a luchar contra las injusticias que se cometen con los pobres. Ni siquiera los burgueses son tan despreciables como los obreros que explotan a otros obreros. Los ojos del hombre, fortachón, cejijunto, ventrudo, de piernas ambas, se encendieron indignados. «Métete a puta, te irá mejor», exclamó, alejándose y haciendo un gesto de burla a los mirones del embarcadero. Flora llegó a la pensión con escalofríos y fiebre alta. Tomó unas cucharadas de caldo y se metió a la cama. Pese a estar bien abrigada y ser pleno verano, sentía frío. Durante algunas horas no pudo pegar los ojos. «Ah, Florita, este maldito cuerpo tuyo no estaba a la altura de tus inquietudes, de tus obligaciones, de tus designios, de tu voluntad. ¿Acaso eras tan vieja? A los 41 años un ser humano estaba lleno de vida. ¿Cuánto se había deteriorado tu organismo, andaluza? Hacía solo 11 años había resistido también ese terrible viaje de Francia a Valparaíso y luego el tramo de Valparaíso a Islay y por fin el asalto de esas pulgas que te comieron toda la noche. ¿Qué recibimiento te hizo el Perú? Monsieur Karl Bonafou-Murat, président de l'université Sorbonne Nouvelle. Monsieur Alain Rouquier, président de la Maison de l'Amérique latine. Messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers amis. C'est difficile pour moi d'exprimer tout ce que je sens aujourd'hui après cette très belle présentation. Je me suis ému énormément en écoutant un texte que j'avais écrit, enrichi avec la musique française de deux grands comédiens. Merci beaucoup à vous. Merci pour m'avoir fait revivre un texte, des textes que j'avais écrits, ça fait déjà très longtemps. Parfois, les paroles ne suffisent pas, même aux écrivains, pour exprimer tout ce qu'ils ressentent. C'est difficile pour moi de vous expliquer en toute objectivité ce que représente pour moi d'avoir entré à la Pléiade. Laissez-moi vous raconter une histoire, puisque c'est mon métier. J'ai commencé à lire quand j'avais 5 ans. Je crois qu'à l'époque, en Amérique latine, tous les enfants, nous lisions surtout des textes pour enfants traduits du français. C'est probablement à cette époque que je suis devenu une espèce de métèque qui admirait énormément la France qui apparaissait dans ces livres d'aventure que je lisais avec passion en me transformant dans les héros d'Alexandre Dumas,
de Victor Hugo après. Et alors je me suis mis à apprendre le français dès que j'ai fini l'école. Je suis toujours très reconnaissant à Madame Del Solar, ma professeuse à l'Alliance française de Lima, où j'ai découvert la Pléiade. Il y avait quelques volumes de la Pléiade et je les lisais avec un émerveillement extraordinaire. C'est là que j'ai découvert vraiment la littérature française, un monde d'une richesse invraisemblable qui me faisait vraiment me multiplier en devenant les héros qui avaient été inventés par ces grands écrivains. Ces écrivains qui, chaque fois qu'ils apparaissaient dans la Pléiade, étaient pour moi, sans la moindre doute, des écrivains classiques, des écrivains éternels. Après, quand je suis venu en France, je me souviens que je me faisais cadeau, au moins une fois par an, parfois deux, d'un volume de la Pléiade. C'est là que j'ai lu tous les grands écrivains français, Rimbaud, Baudelaire, Proust, Malraux, Zola, Balzac. Mais jamais je n'ai osé, pendant toutes ces années, imaginer qu'un jour, moi, je ferais partie de cette famille de génies qui était pour moi la Pléiade. J'ai dit à Antoine Gallimard, quand j'ai reçu sa lettre, en m'annonçant que je ferais partie de la Pléiade, que cela a été les jours les plus heureux de ma vie. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai, que ce n'était pas une plaisanterie, que je serais là, à côté de Sartre, à côté de Malraux, à côté de Céline, à côté de Proust, à côté de Kafka, à côté de Tolstoï, que j'avais lu pour la première fois en 1958 à la Pléiade, en Bretagne. Encore aujourd'hui, c'est pour moi difficile de croire que je suis là, parmi eux. Mon Dieu, j'ai honte. J'ai honte. Au moins, il y a d'autres écrivains latino-américains qui sont là, hein, pour réduire un peu ma honte. Hein. Borges, les grands Borges et les grands Octavio Paz. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Stéphane Michaud. Merci beaucoup toute l'équipe qui a travaillé avec toi en préparant cette merveilleuse édition en 2 volumes de 8 de mes romans. Je lisais, dès que j'ai reçu l'exemplaire, je lisais la biographie et j'étais énormément impressionné parce que j'ai découvert sous moi-même des choses que j'ignorais complètement. Je ne crois pas qu'il existe en espagnol une biographie si complète, si rigoureuse, si exacte comme celle qui est dans ces 2 volumes de la Pléiade. Je voudrais vous dire aussi ce qui a représenté pour moi la culture française. Je dois beaucoup de choses à la France. D'abord, je crois que c'est grâce à la France que j'ai découvert les genres d'écrivains que je voulais être. En 1958, récemment arrivé à Paris, j'étais à la Joie de lire, une librairie qu'il y avait sur la rue Saint-Séverin, je crois. Madame Bovary de Flaubert.
c'est une de ces lectures qui changent une vie. Ma vie a changé depuis de lire Madame Bovary et découvrir Flaubert. Je crois que c'est grâce à Flaubert, grâce à Madame Bovary, à l'éducation sentimentale, que j'ai découvert les genres d'écrivains que je voulais être. Un écrivain réaliste, parce que Flaubert me l'avait montré, le réalisme n'a rien à voir avec la vulgarité, avec cette espèce de nonchalance avec laquelle les écrivains réalistes que je connaissais en Amérique latine écrivaient ces œuvres. Mais au contraire, avec Flaubert, le réalisme devenait d'une rigueur extrême, d'une recherche fanatique de la perfection et aussi de la beauté. Chaque phrase, en même temps que reconstituer un monde apparemment réel, était d'une beauté, d'une élégance, d'une exactitude, d'une perfection. C'était ça que je voulais faire comme écrivain. Et je l'ai découvert en lisant Flaubert. J'ai découvert, grâce à Flaubert aussi, en lisant sa correspondance, et surtout ces 5 années de correspondance pendant lesquelles il écrivait, Madame Bovary, que si on n'était pas né un génie, cela ne faisait rien. Qu'avec de la constance, avec de la persévérance, avec de l'obstination, avec de la recherche de la perfection, on pouvait quand même avoir un peu de talent. Alors, chaque fois que je me sentais découragé, démoralisé dans mon travail, je relisais des textes de Flaubert et en me souvenant qu'il avait passé par là et qu'il avait été capable de s'en sortir grâce à cette volonté de travail, cette volonté d'être un véritable créateur, était possible de s'en sortir et devenir un écrivain. J'ai découvert aussi, grâce à la littérature française, l'universalisme. À l'époque, en Amérique latine, cela a changé beaucoup. Après, le monde était très petit pour la littérature. On écrivait sur la Provence, sur la région. On exagérait ce qui était de pittoresque dans cette réalité. En France, j'ai découvert que la véritable littérature était universelle, qu'elle pouvait être enracinée dans une petite place, et cette place être décrite avec grande objectivité, mais que la vision et les contextes étaient toujours le reste du monde, c'était l'humanité, que malgré les différences de croyances, de coutumes, des langues, il y avait un dénominateur commun qui était celui qui montrait toujours la grande littérature. Ça, c'est une leçon extraordinaire que j'ai reçue grâce aux écrivains français. Et aussi, l'idée que la littérature ne peut pas être neutrale, que la véritable littérature est toujours une littérature qui prend parti, une littérature engagée. Je sais que maintenant, le mot n'est pas à la mode, mais je y crois toujours fermement. La véritable littérature, la grande littérature, la littérature dans Flaubert, la littérature dans Zola, la littérature dans Balzac, la littérature d'un écrivain comme Céline, comme Malraux, est toujours très engagée, est toujours polémique, est toujours problématique, est toujours une écriture qui se défend ou qui menace, mais qui n'est pas du tout neutrale. Elle peut se tromper, elle peut défendre
les mauvais cibles, les mauvaises valeurs, elle peut être juste ou injuste, mais elle ne sera pas un simple réflexe du monde tel qu'il est. Non, je crois que la littérature, la grande littérature française a été toujours une réaction contre le monde tel qu'il est, et que derrière elle, il y avait toujours une volonté de transformation, de changement, de rébellion. Je pourrais parler encore beaucoup de tout ce que je dois à la France, mais je ne vais pas exagérer. D'autre part, quoique je lis toujours beaucoup en français, je n'ai pas tellement l'occasion de le parler. Et alors je sens qu'il me manque des mots pour exprimer tout ce que je voudrais ce soir. Alors je vais finir comme j'ai commencé, en vous remerciant tous beaucoup d'être ici et pour partager avec moi ma joie et mon bonheur. Merci.